Bonjour à toutes et à tous. Un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà. Je suis Sébastien Ménery, je suis maître de conférence en psychologie sociale au sein du laboratoire LP3C, laboratoire de psychologie, comportement, cognition, communication. Et donc je vais vous parler du changement de comportement, je vais vous parler des mécanismes, des résistances, des leviers de changement. Et on va faire un focus, en fait, ça va me permettre de vous parler des biais cognitifs et des obstacles spécifiquement sur la transition écologique, sur les comportements pro-environnementaux. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on adopte un comportement ou qu'on prend une décision donnée ? De quoi ça vient ? Pourquoi des individus se lancent dans un comportement donné à un moment donné, prennent une décision donnée à un moment donné ? Lorsqu'on pose cette question, en général, ce qui ressort, ce sont les valeurs, les connaissances, les croyances de l'individu, liées à son éducation, notamment, ses compétences, ses motivations. Et on met de côté tout ce qui est affect, émotion, donc affect, biais cognitifs et automatisme. Et on va voir en fait qu'on est des animaux d'automatisme, des bêtes d'habitude en fait. Alors on va s'intéresser à ça, on va s'intéresser à ce qui explique nos comportements et nos décisions. Alors, l'étude scientifique du comportement, elle comprend globalement deux courants. Un premier courant, c'est le behaviorisme, le comportementalisme, et c'est comme ça qu'on a commencé à étudier le comportement. On n'avait pas de méthode particulière pour rentrer à l'intérieur du système cognitif de l'individu et savoir ce qui s'y trouvait. Donc on fonctionnait en exposant des individus à des stimulus et on observait leurs réponses. Et pour modifier la réponse, on changeait le stimulus. Ou on jouait sur des récompenses, des renforcements positifs ou des renforcements négatifs à la suite d'une réponse produite. Et le comportement, il est envisagé comme un apprentissage en fait. L'individu produit une réponse parce qu'il a appris, à force de renforcements positifs et négatifs, que cette réponse est la réponse adéquate. Et puis, les méthodes se sont développées, et notamment méthode du questionnaire, et on y a vu la possibilité d'entrer dans le système cognitif de l'individu et de voir quelles sont les dimensions psychologiques qui sont à l'œuvre lorsqu'il produit un comportement. C'est le cognitivisme. C'est le cognitivisme et le cognitivisme nous a amené à explorer les différentes dimensions psychologiques. Alors ce sont des construits hypothétiques. En fait, on fait l'hypothèse que dans le système cognitif de l'individu, il y a un certain nombre d'éléments qui se rassemblent autour d'une dimension, un certain nombre d'autres éléments qui se rassemblent autour d'une autre dimension. La première dimension à laquelle on s'est intéressé, c'est celle de l'attitude. L'attitude, dans le sens commun, c'est ce qu'on appelle plutôt, nous, l'opinion. Ce que pensent les individus. La façon dont un individu se positionne de « je déteste » à « j'adore », « je n'adhère pas du tout » à « j'adhère tout à fait », sur un continuum. Et ce positionnement, il est lié aux avantages et aux inconvénients que l'individu perçoit du comportement. Et on a pensé avoir trouvé le Saint Graal lorsqu'on a trouvé l'attitude. On s'est dit, super en fait, si on connaît l'attitude des individus, on va pouvoir prédire leur comportement. Et si le comportement ne nous satisfait pas, on va pouvoir mettre le paquet pour modifier l'attitude des individus. Lorsqu'on veut que des individus changent de comportement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des messages. On fait des messages persuasifs, on développe des arguments les plus parlants possibles. On s'est vite rendu compte que ça suffisait pas. Les individus peuvent penser une chose et puis agir autrement. On a continué l'exploration et on s'est intéressé à d'autres dimensions. Il y en a toute une kyrielle de dimensions évidemment. Je vous présente les principales, celles qui alimentent un modèle théorique que je vais vous présenter. Ce que l'individu pense d'un comportement, d'un objet physique, d'un objet social, les avantages et inconvénients qu'il y perçoit, ce que perçoivent les membres de son entourage aussi. Dans quelle mesure le comportement en question, il est valorisé dans l'entourage de l'individu. Qu'est-ce qu'en pensent les autres ? Comment les autres me percevraient si j'adoptais ce comportement ? Et puis, qu'est-ce que font les autres ? Est-ce que les autres adoptent ce comportement
ou en majorité, ou alors pas du tout. Le contrôle, on parle aussi de capacité perçue, d'efficacité personnelle. Qu'est-ce que je pense être capable de faire? C'est assez différent de ce que l'individu est objectivement capable de faire. Ce qui va importer, c'est ce que lui pense pouvoir faire. Est-ce qu'il pense pouvoir adopter un comportement donné? Est-ce qu'il pense pouvoir se rendre à vélo tous les matins sur son lieu de travail? Est-ce qu'il pense pouvoir le faire? En soi, il est capable. Mais qu'est-ce qu'il en pense? Et puis l'intention comportementale qui est au cœur du modèle. L'intention comportementale, ça serait le premier prédicteur du comportement. Si je sais dans quelle mesure un individu est prêt à fournir un effort pour produire un comportement donné, eh bien je vais pouvoir prédire ce comportement-là. Alors ces déterminants, ces dimensions psychologiques, eh bien elles sont liées donc à des contraintes, à des obstacles, à des déterminants infrastructurels, des déterminants socio-démographiques. Notre éducation, nos connaissances sont capturées par ce modèle-là. Bon. On met en œuvre ce modèle, il s'agit de soumettre des individus à un questionnaire sur ces différentes dimensions. Et le modèle est celui-ci. L'attitude, la perception des normes sociales, le contrôle perçu, va avoir une influence sur l'intention, et l'intention aura une influence sur le comportement. Si je veux modifier le comportement, il faut que je modifie l'intention. Si je veux modifier l'intention, il faut que je modifie l'attitude, les normes sociales et le contrôle perçu. Le modèle a évolué, il continue d'évoluer. C'est un modèle généraliste, mais qui est largement utilisé, toujours. Bon. On se rend compte que l'attitude, les normes sociales, le contrôle perçu prédisent assez bien l'intention. On se rend compte par contre que l'intention prédit assez mal le comportement. Si on connaît l'intention des individus, eh bien, on est en capacité de prédire 28% du comportement qu'il va réaliser. Les 3/4 de la variabilité comportementale se trouvent ailleurs que dans l'intention. Pouvoir prédictif limité, une étude de collègues qui ont agrégé une dizaine d'études, 3800 individus. On regarde qui a manifesté une intention favorable, qui a manifesté une intention défavorable. Et puis on les retrouve 3 mois plus tard et on leur demande s'ils ont réalisé le comportement ou pas. 42%, un individu sur 2, quasiment, de ceux qui avaient manifesté une intention favorable, eh bien, il y a 42% d'entre eux seulement qui réalisent le comportement. Donc il y a un individu sur 2 qui au départ a une intention favorable de produire le comportement, qui ne le produit pas. Ce modèle, il a servi de base à des interventions également. On a mis en place des sessions de formation, de sensibilisation pour amener les individus à augmenter leur niveau d'attitude, de normes sociales et de contrôle, pour augmenter l'intention, pour augmenter le comportement. Ce qu'on observe, c'est qu'on parvient assez bien, en fait, à augmenter l'attitude, la norme sociale et le contrôle. Mais l'effet que ces dimensions-là produisent sur l'intention, eh bien, sont plus faibles qu'attendu. Et l'effet que l'intention produit sur le comportement est également plus faible qu'attendu. Si on met le paquet sur l'intention, eh bien on a de la perte au moment du passage sur les dimensions antécédentes, on a de la perte au moment du passage sur l'intention, et puis de la perte, une forte perte également, sur le passage concernant l'intention et le comportement. Bon. Ces modèles-là, on essaye de les améliorer. Voilà. La recherche consiste à améliorer, à rajouter des dimensions. Quelle est la dimension qui va permettre d'augmenter le pouvoir prédictif du modèle? Bon. Et on rajoute des dimensions, et on rajoute des dimensions, et on en trouve une. On en trouve une qui se trouve être en fait la plus prédictrice du comportement. Et cette dimension, eh bien, c'est l'habitude. Lorsqu'on incorpore l'habitude dans le modèle, c'est-à-dire qu'on demande aux individus dans quelle mesure ils ont l'habitude de réaliser le comportement, par le passé, à quelle fréquence ils ont réalisé le comportement, eh bien là, on a une explosion du pouvoir prédictif. Le meilleur prédicteur du comportement futur, c'est le comportement passé. C'est le comportement passé, c'est le premier prédicteur. Donc, l'habitude, elle est
automatique. Et c'est ça qui fait que c'est un frein majeur, en fait, de tout changement. L'habitude, elle est automatique. C'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas de raisonnement conscient de l'individu. L'attitude, elle s'exprime au moment où l'individu se trouve dans une situation donnée. Vous voyez le lien avec le behaviorisme de départ? Des stimulus externes, l'environnement, qui déclenchent un comportement. L'habitude joue un petit peu comme ça. Elle est automatique, elle est déclenchée sans intention consciente. Et puis, elle va tendre aussi à renforcer la position de l'individu sur les dimensions psychologiques à l'œuvre. C'est-à-dire que si l'individu a l'habitude de ne pas réaliser un comportement donné, eh bien, son attitude va s'accorder à son habitude. Sa perception du contrôle va s'accorder également. Sa perception des normes sociales va s'accorder. L'individu qui se rend sur son lieu de travail avec son véhicule personnel, eh bien, ne va pas être sensible, ne va pas percevoir en fait que de plus en plus de personnes utilisent les transports en commun. Il va rester focalisé sur son habitude et sur le fait que ses collègues, des collègues qu'il connaît bien, se rendent eux également sur leur lieu de travail avec leur véhicule personnel. L'habitude. Ces modèles-là, et lorsqu'on essaye, je vous parlais de persuasion, lorsqu'on essaye de changer le comportement des individus, eh bien, ce modèle, le modèle initial, envisage l'individu tel un être purement rationnel. Purement rationnel, c'est l'homo economicus, qui, dans une situation donnée, est capable de prendre les meilleures décisions. Bon. On a l'homo economicus d'un côté, être idéalisé, et puis on a l'homme, l'humain, d'un autre côté. On a Kahneman, on a Einstein et Homer Simpson. On a Kahneman qui a mené des recherches à partir des années 60 sur ce qu'il a appelé des systèmes de pensée. En fait, l'individu, selon Kahneman, alors c'est une réduction, c'est un modèle, hein, donc c'est toujours une réduction de la réalité. Je disais ça tout à l'heure, ça plaît. Une réduction de la réalité. Mais globalement, on pourrait fonctionner selon deux modalités. Un système de pensée dit lent, qui est une pensée consciente, qui nécessite un effort de l'individu, qui est contrôlé, qui est lié au niveau d'intelligence de l'individu, qui fait vraiment la spécificité de l'homme par rapport à l'animal. Et puis on a un système de pensée rapide. Un système de pensée un système de pensée rapide, inconscient, implicite, avec des réponses qui s'imposent comme ça. Lorsqu'on est confronté à une question, et on est confronté toute la journée à des questions, on est toute la journée en train de prendre des décisions, eh bien on a des réponses qui nous viennent automatiquement. Ces réponses, elles proviennent de nos expériences passées, notamment. Elles proviennent de ce qu'on a pu voir quelques temps auparavant, quelques minutes auparavant, des stimulus auxquels on a été, des stimuli auxquels on a été exposé. Bon. Un exemple qui est donné, une raquette de tennis et une balle de tennis coûtent 110 €. La raquette coûte 100 € de plus que la balle. Combien coûte la balle de tennis? La réponse n'est pas 10 €. Pourtant, cette réponse de 10 €, je pense que vous l'avez eue en tête. Vous l'avez eue en tête ou pas? Elle vient spontanément, elle vient comme ça. Parce que le problème tel qu'il est posé là, il est compliqué. Et on le voit tout de suite qu'il est compliqué. C'est waouh, il va falloir que je réfléchisse. Et en même temps, j'ai mon système 1, pam, il me donne une réponse. Il me dit vas-y, sors cette réponse, c'est pas vas-y. En fait, le système 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré un élément, il a retiré la raquette coûte 100 € de plus que la balle, il a retiré 2 plus. Il simplifie le problème. La raquette coûte 100 €. Combien coûte la balle? 10 €. Et cette réponse-là, automatique, en fait, elle s'impose à nous. Et dans notre quotidien, lorsqu'on fonctionne, on a le système 1 qui est activé, et on a le système 2 qui est censé corriger. Il est censé vérifier ce que dit le système 1 et lui dire « tu dis n'importe quoi, c'est de plus ». Mais sauf que il le fait pas. Il le fait pas tout le temps. Il est un peu feignant, le système 2. On a des individus qui sont soumis quotidiennement qui sont bombardés de nouvelles informations, qui sont en position de devoir prendre des décisions, plein de décisions, toute la journée, des décisions anecdotiques et d'autres qui sont un petit peu plus importantes. Bon.
Et dans la plupart des cas, eh bien, les décisions, elles sont prises en référence au système 1. C'est le système 1 qui propose des réponses. C'est le système 1 qui nous permet d'être si réactifs, en fait. C'est le système 1 qui nous permet de fonctionner au quotidien. On a des individus qui sont soumis à des contraintes de temps. On n'a pas le temps de mobiliser toute notre attention sur la question donnée. On n'a pas toutes les informations et on n'a pas toutes les capacités cognitives. Il y a des différences interindividuelles sur la capacité à traiter de l'information. Et donc on a des décisions qui la plupart du temps sont fondées sur des raccourcis mentaux. Et on fonctionne bien comme ça, globalement. On fonctionne bien comme ça. En fait, ces raccourcis mentaux nous permettent de faire des choix qui ne sont pas des choix optimaux, mais qui sont des choix satisfaisants. Et on s'en satisfait. Voilà. C'est OK, c'est OK. Alors, parmi les raccourcis mentaux, globalement, je vais prendre la décision qui me demande le moins de réflexion. 10 euros, ça sort tout de suite, voilà, c'est là. Je n'ai pas à réfléchir plus, c'est la réponse que je donne. En la disant, je me dis, oh, t'es con. Il y a peut-être une autre réponse à donner, mais j'ai fourni une réponse, voilà. C'est ce qu'on attendait de moi, en fait. Dans le meilleur des cas, cette réponse était correcte, mais on attendait au moins une réponse. J'en ai fourni une. Ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai pas à réfléchir. Quels sont les avantages et inconvénients? Est-ce que je me sens capable d'eux? Que vont penser mes proches? Non, j'ai l'habitude de le faire. Je le fais. J'ai pas à réfléchir. Ce qui est conforme et valorisé dans mon groupe. Ce sont les normes sociales. Mais en fait, les normes sociales vont produire un effet automatique. Ça va pas passer par un raisonnement conscient de l'individu. Si je vois un groupe de personnes se diriger dans une direction donnée, je vais suivre cette direction donnée en me disant que lorsqu'on demande aux individus pourquoi ils ont suivi le groupe de personnes, mais ils se disent ils devaient savoir où on allait, ils devaient connaître la salle, donc je suis. Dans les couloirs du métro parisien, des fois vous voyez des gens qui vous doublent en courant. Vous dites qu'eux, ils ont l'information selon laquelle le métro est en train d'arriver. Vous courez derrière. Je vais faire ce qui correspond à l'image que j'ai de moi-même, ce qui est cohérent par rapport à ce que j'ai fait avant. Il y a quelque chose qui est très important, c'est notre besoin de cohérence. On est focalisé sur le fait d'être cohérent, de faire des choses qui correspondent à ce qu'on a fait la veille, d'être en accord avec nos décisions. Et d'ailleurs, on a du mal avec les individus qui sont lunatiques, qui changent d'avis, qui sont inconsistants. Ce qui ne me fait rien perdre. Mon but, c'est surtout de ne rien perdre. Et je préfère éventuellement ne rien perdre que de risquer de gagner plus, mais de perdre peut-être plus aussi. On a ici un certain nombre d'heuristiques, un certain nombre de raccourcis mentaux. Il y en a plus de 150 qui ont été inventoriés. Et vous pouvez vous amuser à aller regarder ce site internet qui propose cette infographie assez chouette. Ouais. Alors, ça c'est globalement l'individu. Voilà comment on fonctionne. En fait, on n'est pas que cet individu rationnel, idéal, doté de grandes capacités et d'un temps infini et de connaissances infinies. On n'est pas ça. Ce serait bien, mais on sera doté de puces peut-être, de l'intelligence artificielle. Dans le domaine plus spécifiquement de l'environnement, on a un auteur, Guy Ford, qui en 2011 est allé rechercher dans la littérature tout ce qu'il a appelé les dragons de l'inaction environnementale, tous les obstacles, toutes les barrières qui concourent à ne pas agir face à la situation dramatique dans laquelle on se trouve. Et il a recensé 29 dragons, 29 obstacles répartis en 7 familles de dragons. Cognition limitée, plutôt en lien avec le système 1 de pensée, mais aussi des idéologies inadéquates. La comparaison sociale, les coûts qui sont irrécupérables, le discrédit, les risques perçus, les comportements limités, je vais revenir là-dessus. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que ces dragons, attaquent en groupe. Ils se réunissent en famille. On n'est pas exposé à un seul dragon. Non, ils se mettent ensemble, ils sont copains, et puis ils se disent... La cognition limitée, un élément intéressant à avoir en tête, vous le savez tous, mais notre cerveau, c'est le même qu'il y a 300 000 ans.
Ce cerveau qui nous a permis d'arriver jusqu'ici, qui nous a permis de survivre à l'époque. Avec des bêtes féroces, lorsqu'on était dans les cavernes. Bon. Ce qui nous importait, c'était les risques immédiats. C'était pas dans 10 ans, dans 5 ans, même dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui allait se produire. On a un cerveau qui est fait pour gérer l'immédiat. L'ignorance. Alors l'ignorance, c'est à la fois le fait de ne pas savoir, mais c'est aussi le fait de ne pas vouloir savoir. Lorsqu'on diffuse une campagne de communication, pour sensibiliser les individus aux problématiques environnementales, eh bien on se rend compte que ceux qui lisent le message, eh bien ce sont les individus qui sont déjà convaincus. Ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont opposés, qui ont des idées opposées, des croyances opposées, des habitudes opposées, eh bien vont éviter le message. En fait, ils vont éviter l'information qui risque de remettre en question leur position. Pourquoi ? Parce que si j'ai une habitude qui est ancrée et que je tombe sur un message qui remet à plat, qui rabat cette habitude-là, ben je vais être obligé de réaliser un effort cognitif important, de réajuster mon niveau d'attitude, de réajuster mon niveau de contrôle perçu, ma perception des normes sociales, pour éventuellement m'adapter à la nouvelle situation. Si je ne regarde pas l'information, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'engourdissement environnemental, eh bien, c'est vrai qu'on est bombardé de nouvelles études plus terrifiantes, hein, les unes que les autres. On est bombardé aussi de communication environnementale sur ce qu'on devrait faire. Et lorsqu'on est confronté à une crise, bon, bah, on ressent une activation physiologique, on a envie de faire quelque chose. Mais lorsque ça dure, c'est plus une crise en fait. C'est juste la situation à laquelle on se fait, quoi. Voilà. Et donc, en fait, on apprend à lutter, à ne plus être sensible à ces informations-là. Voilà. Toute la communication qui est faite autour a tendance à nous désensibiliser, en fait. L'incertitude. Dans les recherches scientifiques, on parle de probabilité d'occurrence d'un événement. On parle d'intervalle de confiance. On ne dit pas ça sera blanc ou noir. La science, elle ne fonctionne pas comme ça. Eh bien, lorsqu'il y a un intervalle de confiance, eh bien, il y a une zone d'incertitude. Et je peux aussi me dire, de toute façon, ils ne sont pas tout à fait sûrs, donc il y a peut-être une chance que ça se passe autrement. Et ça, ça freine mon action. La dévalorisation des risques futurs, hein, je disais que le cerveau, il est fait pour gérer l'immédiat. Ce qui viendra plus tard, on verra plus tard. On a tendance à ne pas accorder de valeur au risque futur. On pense qu'on sera moins affecté que les autres. Nous, on sera moins affecté que les autres. Globalement, c'est relativement vrai. Même si le climat marseillais s'installe sur le Morbihan, ça sera moins pire qu'à Marseille. Pour le coup, ça sera le climat nord-africain. Faible sentiment d'efficacité personnelle, de contrôle perçu. Pour me lancer dans un comportement, il faut que je me sente capable de réaliser le comportement. Et moi, avec mes petits bras tout seul, je peux pas inverser la problématique du changement climatique. Je peux pas le faire. Voilà. Et mes gestes, les petits gestes que je peux mettre en place, je peux penser qu'ils sont dérisoires, en fait. Si je suis pas convaincu de pouvoir faire la différence, il y a peu de chances que je me lance dans le comportement en question. Des idéologies, des visions du monde qui minimisent les régulations, les régulations économiques, les régulations gouvernementales. On a envie de se sentir libre, on a envie d'être dans un environnement. Enfin, on a envie. Il y a en tout cas des idéologies qui sont sur ces aspects-là. La foi en des puissances supérieures. Si je pense que Dieu va sauver l'humanité, j'ai qu'à attendre qu'il fasse son œuvre, quoi. Puissance supérieure et la nature en elle-même. La nature trouvera un moyen. C'est clair que la nature trouvera un moyen. Le problème, c'est nous. Est-ce qu'on s'adaptera à ce qu'a trouvé la nature comme moyen ? Non. Alors, j'ai mis Don't Look Up, je pense que vous l'avez vu, ce film, la technosalvation, le fait de croire que la technologie va nous sauver. Oui. Ça, sont à la fois des barrières et à la fois des justifications invoquées par les individus pour ne pas agir.
Tant que j'ai quelque chose à répondre à quelqu'un qui m'incite à changer, tant que j'ai quelque chose, une justification à lui proposer, je suis pas obligé d'agir. C'est au moment où j'aurai plus de justification, en fait. Il y a des justifications, il y en a une kyrielle, quoi. La justification du système actuel et la réticence à changer le statu quo. En fait, on aime bien rester sur des situations que l'on connaît, plutôt que de risquer d'en changer pour le pire, éventuellement, même si, au départ, ça devrait être pour le meilleur. La comparaison sociale, on l'a vu, comparaison sociale, personne ne fait d'efforts. Pourquoi est-ce que j'en ferais? Les normes sociales ou les réseaux qui valorisent le peu d'efforts. On est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs communautés qui se recréent. Il y a plusieurs communautés qui se recréent. Une communauté de climato-sceptiques, par exemple. Et à partir du moment où je suis inséré dans ces réseaux-là, ce que je vois, c'est qu'une majorité d'individus dans ce réseau-là, dans cette communauté-là, eh bien, a une position qui est opposée à celle de l'action en faveur de l'environnement. Également, ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on communique, on a tendance à montrer le mauvais comportement. Vous savez, sur ces campagnes de sensibilisation, on montre un individu qui est tout seul dans sa voiture, dans un gros 4x4, en train d'être peut-être dans des bouchons ou de prendre du plaisir, j'en sais rien. Et on dit, ça, ce n'est pas le bon comportement à adopter. On le dit. Hein. Mais en même temps, on montre un individu qui a l'air tout à fait bien dans sa voiture. En fait, on objective le fait que ce comportement existe bien et qu'il y a plein de personnes qui le font, quoi. Et ben, moi, je peux être aussi de ce côté-là, en fait. L'inéquité perçue, si les autres, ça rejoint un petit peu la comparaison sociale. Si les autres ne font rien, c'est pas juste que je sois moi seul à devoir agir. Les coûts irrécupérables, nos engagements passés. Je réalise des investissements financiers, j'achète une voiture diesel, je me suis planté, j'ai acheté un gros 4x4 diesel. Oh merde. J'ai un crédit sur 15 ans. Oh, putain, merde. Et maintenant on me dit que c'est la voiture électrique. Ah merde. Qu'est-ce que j'en fais de mon 4x4 diesel? Qu'est-ce que j'en fais? Des coûts irrécupérables. Le poids de l'habitude. 5 minutes. Le poids de l'habitude, hein, on a vu que l'habitude, elle est automatique, c'est facile, ça me propose une réponse, je n'ai pas à réfléchir davantage. Des valeurs, des aspirations, des buts qui sont en conflit avec l'écologie. Lorsqu'on parle des comportements à changer et de la nouvelle façon de vivre, eh bien, on a tendance à caricaturer la chose en se disant, on va revenir au temps du Moyen-Âge, en fait, qu'est-ce que ça va être? En fait, on a plutôt des buts de confort, de bien gagner sa vie, d'avoir une situation. Et est-ce que ces aspirations peuvent ou ne peuvent pas rentrer en conflit à un moment donné avec ce que l'on attend de nous? Discrédit, méfiance envers les institutions et informations. On se méfie de plus en plus, c'est malheureux, mais on se méfie de plus en plus des scientifiques. On imagine qu'ils ont des liens avec des industriels, avec des gouvernements. Bon. On se méfie de leurs paroles, on ne la prend plus telle qu'elle est donnée. Des programmes qui peuvent être perçus comme inadéquats. Moi, je pense que ce programme-là ne va pas changer les choses. Bon, si je le pense, quelle est ma crédibilité déjà pour me positionner? La question se pose, mais si je le pense, du coup, ça limite mon souhait d'agir. Je peux nier purement et simplement le problème. Je peux penser que la Terre est plate aussi. La réaction psychologique de l'individu, qui est extrêmement importante. On se sent libre, on aime à se sentir libre, on aime à se sentir autonome et à prendre nos décisions, sans qu'on vienne nous les imposer. Et dès lors que quelqu'un vient nous dire ce que l'on doit faire, peu importe si c'est juste, si c'est correct, le fait que quelqu'un tente de nous influencer, nous amène à avoir une réaction comme ça de rejet. Et à s'engager pour retrouver ce sentiment de liberté, d'autonomie, de s'engager dans la voie opposée. Des risques perçus, je vais aller assez rapidement. Des risques perçus, oui, il y a une incertitude en fait.
Si je bascule, il y a une incertitude. Est-ce que les nouvelles solutions fonctionneront? Est-ce que faire du vélo, est-ce que c'est pas dangereux en fait, hein, si je remplace ma voiture électrique par un vélo? Est-ce que c'est pas dangereux? Financier, ça peut avoir un certain coût. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bah ouais, je renvoie une image en fait. L'image que je renvoie via mon comportement va changer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Éventuellement, est-ce que mon estime personnelle sera touchée ou non? Et puis je risque de perdre du temps en fait. Parce que changer, c'est coûteux, je vous l'ai dit, mais imaginez que je change et que ça marche toujours pas. Tout ça pour rien en fait, j'aurais perdu mon investissement. Dernier élément, les comportements qui sont limités. On a des individus qui vont être sollicités pour réaliser des comportements. Ces comportements, certains sont très coûteux. D'autres sont moins coûteux. Les individus vont plutôt s'orienter vers les comportements les moins coûteux et se satisferont de cela en se disant ben, « moi j'agis, je trie mes déchets ». Et oui, j'agis pour l'environnement, je trie mes déchets. Bon. Lorsqu'il s'agit de réduire les déchets à la source, ben là c'est bien notre histoire. Et puis un effet rebond. En fait, ce que l'on observe, c'est que les individus qui réalisent un effort pour produire un comportement donné, eh bien, lorsqu'on continue à les suivre, eh bien, il y a un effet rebond que l'on observe. Les individus, eh bien, qui vont, je sais pas, la semaine utiliser le vélo pour venir sur leur lieu de travail, c'est un exemple que je ressens. Eh bien, le week-end, ils vont davantage prendre leur voiture qu'ils ne le faisaient avant. Il y a un effet rebond. Voilà. Pour finir sur une note un peu plus positive, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut analyser les obstacles, il faut analyser les dragons. Hein, quels sont vos dragons en fait? Quels sont nos dragons? Quels sont vos dragons? Évaluer le coût carbone de différents choix comportementaux et informer sur le coût carbone, objectivement. Voilà. Si je réalise tel comportement, le coût carbone est celui-ci. Si je réalise tel autre comportement, il est différent, plus élevé, plus faible, pour permettre aux individus de se positionner. Cerner les bases de soutien et d'opposition et adapter la communication, ce qui est porteur, ce qui l'est moins. Expérimenter, surtout, expérimenter. Tester des interventions, évaluer l'efficacité des interventions pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et puis, s'associer avec d'autres disciplines, notamment, c'est un psychologue qui parle, mais d'autres institutions. Voilà. Je propose de m'arrêter là. Hop, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis preneur.